Éric Charbonneau, maire d'Actonville. Je suis maire depuis 2009. Comme maire, je vous dirais que la piqûre politique est là depuis plusieurs années. Avant d'être maire, j'ai été député. Par la suite, j'ai eu quelques appels chez moi pour que je me présente à la mairie. Suite à ça, j'en ai discuté avec ma famille et j'ai décidé de faire le plongeon. Mais historiquement, la ville s'était fondée un peu avec la venue du chemin de fer. C'était un endroit qui avait beaucoup de bois. Donc, ça a commencé par ça. Par la suite, en faisant le chemin de fer, ils se sont aperçus qu'il y avait du cuivre. Donc, les mines de cuivre sont arrivées par la suite. Donc, le fondement de la ville a été pas mal créé à cause de ces deux éléments-là, le développement économique. La ville d'Actonville, selon les registres, est venue au monde en 1859. Donc, ça s'appelait le village. Par la suite, une couple d'années après, ça s'appelait la ville d'Actonville. Présentement, la population est de 7800 personnes. On est en croissance, la ville se développe beaucoup, donc on espère de pogner incessamment 8000 et 10 000 personnes. Donc les armoiries, on peut voir, là je ne l'ai pas avec moi, là, mais il y a une croix de Saint-André qui représente un peu l'Écosse. En plein centre, il y a la feuille de lys qui représente l'occupation des Français dans la région. Les 4 mois représentent le chêne, donc Town, qui venait de la Nouvelle-Écosse. Il y avait beaucoup de villes qui étaient représentées par les arbres, des chênes. Donc, la ville d'Actonville vient de là, Town, Actonville. Donc, par la suite, il y a des couronnes. La couronne sur le dessus, c'est pour montrer que c'est une ville. Et les feuilles sur le côté, c'était pour montrer que c'était au Canada. Donc, le nouveau logo est apparu en 2009 environ, donc suite au 150e anniversaire. Le A et le V qui s'entrecroisent représentent les routes provinciales, la 139 et la 116. En dessous, on a 2 petites rivières qui représentent la rivière Lorraine et la rivière Noire. Donc, une qui est sur le côté plus agricole et l'autre plus au niveau villageois. Donc, c'est la fusion des 2 municipalités historiquement et c'est de là que vient le logo. Zoé Bisaillon, plusieurs titres en fait. Présidente, acéricultrice, viticultrice, tout ça, agricultrice, tout ça ensemble finalement. Absolument. Mes parents ont acheté, en fait, cette terre-là en 97, dans le fond, à l'automne 97. Donc, on est parti de zéro. En fait, ils sont partis de zéro. Moi, j'avais 13 ans à ce moment-là, donc j'aidais un petit peu, mais à peu près pas. Puis, fait qu'ils ont parti de zéro, un potentiel de 13 000 entailles dans cette érablière-là. Pas beaucoup de régénération non plus. C'était très dense comme érablière. Il avait été entaillé peut-être un 500-600 entailles là, à chaque année ou à chaque 2 ans, mais jamais exploité au complet là, à ce niveau-là. Donc, mes parents ont fait l'installation de l'érablière, c'est ça, de A à Z là, à l'automne 97. Ils ont aussi défait il y avait une espèce de ferme, une étable finalement là, sur la terre. Donc, ils ont tout enlevé à l'intérieur, ils ont tout refait là, pour pouvoir en fait produire le sirop d'érable à cet endroit-là et la transformation aussi du sirop d'érable. Vous connaissez probablement ce qui est arrivé en janvier 98. Le verglas qui nous a touchés assez durement, la région d'Actonville. Évidemment, on n'a pas été épargnés là, au niveau de notre érablière. Fait que ça a été quelque chose. C'est ça, j'étais jeune quand même, mais j'ai un souvenir assez clair de cet événement-là. De mes parents aussi, surtout, là, puis de leur côté, tu sais, on vient de juste d'acheter, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui va arriver. Tous les tuyaux étaient par terre. Tu sais, c'était... Heureusement, ils étaient neufs, c'était flambant neuf, donc il n'y a pas eu de tuyaux de brisés, mais c'est juste qu'ils étaient à terre. Tu sais, il y avait plein de branches partout. Fait qu'on a eu beaucoup d'aide de notre famille pour tout enlever ça, pour pouvoir entailler là, en janvier 98 là, pour pouvoir faire du sirop d'érable cette année-là, parce que mes parents avaient tout consacré pour faire du sirop d'érable. Donc, ça a été quelque chose à ce moment-là. Ils ont passé par-dessus ça. Ils ont acquis de la nouvelle clientèle aussi cette année-là. Il y a des gens qui n'ont pas entaillé parce que leur tubulure était à terre, parce qu'ils ne pouvaient pas physiquement en produire. Fait que ça a fait que, c'est ça, ils ont acquis une certaine clientèle. Mes parents ont transformé beaucoup. Ils ont été quand même
très avant-gardistes. Là. Ils ont fait de la barbe à papa à l'érable quand même assez tôt. C'était dans les premiers, en fait, là, à en faire. Ils ont été aussi, en 2002, ils ont été chercher la certification biologique. Comme on sait, à Acton, il y a beaucoup d'érablières dans les environs aussi, évidemment. Fait que pour se démarquer, ils ont été chercher cette certification-là. Fait que voilà, ils ont été, c'est ça, très avant-gardistes là, dans leur façon de faire. Il y avait aussi un système de détection de fuite qui est arrivé aussi dans l'érablière quand même assez tôt. Donc c'est intéressant là, pour moi en tant que relève non annoncée là, que je voulais probablement là, reprendre l'érablière. Je savais pas comment, ni avec qui, ni quand, mais c'était quelque chose que je convoitais là, d'une certaine façon. Moi puis mon conjoint, en fait, moi, je me suis promenée un petit peu, j'étais allée travailler à Québec, puis j'ai ramené mon conjoint avec moi, finalement. Il vient de la Rive-Sud de Québec. Donc, ensemble, on a repris, en fait, la relève en 2016. Fait qu'on est pas mal fiers de ça. Après ça, on a amené de la nouveauté confit d'oignon à l'érable. On a amené une sauce barbecue, des vinaigrettes. On a une fleur de sel à l'érable. On a sorbet à l'érable aussi. Et ça, souvent, on va aller chercher des fruits de producteurs de la région. Là, on a des fraises du verger La Rivière, tout ce qui est traditionnel, là, évidemment. Là, donc, caramel, beurre d'érable, cornet, on passe par toute cette gamme-là. Là, mais on a un bel éventail de produits chez nous. Puis on a aussi, là, depuis quelques années, en fait, on a une distillerie. Donc, on a un alambic, finalement. Là, donc, on distille notre sirop d'érable. À la base, c'est ça aussi. Mais ça nous fait un excellent gin. Puis d'ailleurs, il y a notre belle gare sur l'étiquette de notre gin, en passant. Est-ce que tes parents travaillent toujours à l'érablière? Oui, en fait, ils sont avancés, pré-retraités. Sont bien contents de nous aider encore parce qu'ils choisissent ce qu'ils veulent faire au final. Hein, c'est ça qui est la beauté de la chose. Fait que oui, ils nous aident, surtout dans la saison des sucres. C'est mon père qui est toujours derrière la bouilleuse, mais tu sais, il me montre beaucoup de choses, parce que c'est moi, en fait, qui va prendre la relève côté bouilleuse. Mon conjoint, lui, il prend la relève côté transformation. On échange les rôles, nous, dans notre entreprise. Mais oui, ils sont toujours là, puis ils sont fiers, puis ils sont contents de voir les clients aussi qui reviennent depuis plus de 20 ans. Là. Ouais. Alors, Luc Labrec, médecin généraliste qui a passé sa carrière à Actonville. D'abord, Roger Labrec, qui est mon père, est arrivé suite à son cours universitaire où il a été gradué comme ingénieur industriel et mécanique à l'Université de Détroit. Alors, il est arrivé à Acton fin des années 30, à l'entour de 34, 35, 36, où il s'est associé à M. Pierre-Paul Demers pour faire l'acquisition de l'Actonville Silk Mills, communément appelée à l'époque la soie. Alors, c'était une industrie de textile qui fabriquait de la soie. Alors, rapidement, il s'est impliqué dans le milieu. En 1939, déjà, il avait fondé la Chambre de commerce d'Acton. Et tranquillement, vers 1941, et Pierre-Paul Demers et mon père ont fondé le lin Actonia, qui était c'était à la demande du gouvernement pour aider les cultivateurs qui cultivaient le lin. Alors, il y a eu une industrie de tissage du lin pour fabriquer des objets comme des boyaux pour les pompiers, toutes sortes d'ustensiles en lin. En 1941, c'est la Société Linière. En 1942, première station municipale, devient conseiller municipal. En 1948, maire. Alors, le premier mandat de maire a débuté en 1948 jusqu'en 1962, où il y a eu évidemment beaucoup de choses qui se sont passées, là.
Alors, mon père avait des visions industrielles qui étaient un peu spéciales. Il avait déjà fondé un motel industriel. Vous êtes peut-être un petit peu trop jeune pour vous rappeler de ça, mais les crayons Eberhard-Faber, qui étaient des crayons à mine avec efface au bout, ça a été fabriqué ici à Actonville, avec les effaces. Ensuite, il disait que toute industrie ou toute ville qui voulait se démarquer avait besoin d'eau. Alors, il a beaucoup investi dans l'aqueduc, les égouts. Ils ont fondé de nouveaux quartiers. Il est devenu aussi commissaire de la commission scolaire. Il en est devenu président, d'où vient le nom de l'école Roger Labrec. Faut dire que dans les années 50, le textile a été dominé par les Chinois et les importations étaient peu taxées. Alors, le textile a eu beaucoup de difficultés, puis il a dû vendre ses industries. C'est des industries qui ont été vendues à des compagnies qui ont été connues par la suite, comme Peerless Rug, aujourd'hui connues sur Beaulieu, là. Alors, c'était les anciennes installations du lin Actonia qui était possédé par mon père. En 61, politique. Alors, il s'est présenté 2 fois comme candidat libéral contre feu Daniel Johnson, mordu un peu la poussière les 2 fois. En 61, nommé sous-ministre de la Voirie. Alors, quitte avec sa femme, Actonville. En fait, il garde son lieu de résidence, mais il quitte pour Québec jusqu'en 1974. En 1974, il revient comme maire jusqu'en 1986 pour un 2e mandat qu'il a bien accompli jusqu'à l'âge de 76 ans. Alors, c'est un petit peu l'histoire rapide de mon père. Alors, il était visionnaire et il a bien administré. Du temps qu'il était maire, je pense, il a bien administré la ville. C'est ça, on se retrouve avec le nom de Roger Labrec un peu partout. Il était quand même maire 26 ans, là. C'est assez important. Quand il était allé à Québec, ma mère, évidemment, était avec lui. Elle en a profité pour compléter ses études. Elle, qui avait déjà un bac, elle s'est retrouvée avec un bac, une maîtrise en histoire, et elle a enseigné le temps qu'elle était à Québec, à l'Université Laval, et aussi l'histoire de l'art dans une école privée qui appelait le Studio 57, ça, je pense. Quand mon père a pris sa retraite, le couple est revenu à Actonville, Roger la mairie, mais ma mère s'est beaucoup impliquée dans 3 projets, dans 3 projets principaux qui sont la conservation de la gare. Et ils ont réussi à faire classer comme monument national la gare. Il a été restauré, on peut la visiter actuellement. En même temps, sur un même front, dans les mêmes années, 75-76, elle a fondé la Société d'histoire des 6 cantons, qui aujourd'hui est la Société d'histoire de la MRC d'Acton. Encore là, aidée par des gens très, très, très productifs comme Michel Boulay, Huguette Desmarais. Et sur un autre même front, la fondation de la Bibliothèque municipale, avec une dame, feu Laurette Cadieux et Huguette Desmarais, encore une fois, qui se sont impliqués de façon très incisive pour fonder la bibliothèque. Ma mère aussi était impliquée dans beaucoup de choses, comme par exemple le conseil d'administration du Musée des Beaux-Arts, du Conseil national des arts. Elle a, lors d'une session un peu spéciale sur les femmes, elle a représenté le Canada à l'ONU. Alors, elle était une femme très, très impliquée, qui, puis, dans le niveau de la culture, a fait beaucoup avancer les gens à Actonville. Sur l'école, à ce moment-là, il était président de la commission scolaire. En fait, le nom était parce que c'est un terrain que lui-même a donné à la commission scolaire pour bâtir l'école. On retrouve le nom sur la rue aussi, la rue Labrec, et le parc central alentour de la ville et le parc Roger Labrec. Marie-Paul a son nom sur une salle de la bibliothèque du nom de salle Marie-Paul Rajotte Labrec.
Alors, j'ai été élu maire la première fois en 1998 et j'ai été maire jusqu'en janvier 2000, moment du regroupement. Et de janvier 2000 à octobre 2000, j'ai été maire en alternance avec le maire de Saint-André-d'Acton. Et par la suite, j'ai été réélu maire jusqu'en 2005, moment où j'ai quitté la vie politique. Bon, voici, en 98, c'était une élection générale pour les villes, les paroisses. Et ça s'est fait dans le temps où le gouvernement faisait pas beaucoup de promotion pour le regroupement des municipalités. À ce moment-là, il est évident que de part et d'autre, les deux conseils, on s'est questionné sur cette question de regroupement et on a tenu des réunions informelles, sans contrainte, sans obligation, où tout le monde a mis du sien et on a étudié cette question-là de regroupement. Quand les choses se sont classées, on a fait appel au gouvernement pour l'informer de notre intention de procéder à un regroupement. Et ce dernier nous a délégué une personne extrêmement influente et expérimentée dans la question qui nous a guidés jusqu'au regroupement. Et en même temps, on nous a annoncé, pour faciliter le regroupement, qu'on avait un budget de 3/4 million qui nous était accordé pour compenser pour tout ce qu'on pourrait avoir de dépenses. Et là, les réunions se sont tenues plus officiellement. Et quand les choses ont été à point, on a convoqué une réunion ou une assemblée générale pour toute la population. Et à cette assemblée, on a répondu à toutes les questions. Il faut que je vous dise, on a eu une seule personne qui s'est prononcée contre le regroupement. Et suite à cette opération-là, le 20 janvier 2000, le regroupement était officiel. Et des élections étaient annoncées pour le mois d'octobre 2000. Ce qui veut dire que de janvier 2000 à octobre 2000, les deux maires, on était en alternance. Un mois, un était maire, l'autre était maire suppléant, et ainsi de suite jusqu'aux élections. Et là, on a siégé tout ce temps-là à 12 conseillers. Les 6 conseillers de la paroisse et les 6 conseillers de la ville. Et c'est une bonne chose, ça démontrait à la population, tout d'abord, qu'il y avait une entente et que tout le monde y voyait dans le regroupement des avantages. C'est-à-dire, aux élections suivantes, en 2005, j'ai été réélu. Mais entre-temps, on a dû procéder à un redécoupage des districts électoraux. Et ça, au mois de mars, le gouvernement a accepté le découpage qu'on a fait. Là, je vous dis ça assez rapidement, là. Mais ce que je veux souligner, c'est l'ouverture d'esprit de tous les conseillers dans cette opération-là. Il y a eu une collaboration parce que c'est quand même quelque chose de regrouper Saint-André et Actonville. Et je lève mon chapeau au maire de Saint-André aussi, qui était un très grand collaborateur dans cette opération. Et c'est ainsi que s'est déroulé le regroupement. Et c'est un regroupement alors que dans toute la province, des regroupements s'effectuent un peu partout. Ici, on a eu Drummondville qui s'est regroupé avec Saint-Séphore et un peu partout. Alors, on a suivi simplement ça. Et aujourd'hui, personne ne regrette ce qu'on a fait. Un changement important, c'est que moi, je n'ai pas connu ça, mais antérieurement, il y avait des négociations toujours difficiles pour les services d'incendie, pour les loisirs, que ce soit les loisirs sportifs ou les loisirs culturels, pour la bibliothèque et les sports pour l'aréna, terrain de baseball, soccer, ainsi de suite. C'était les deux points qui étaient toujours délicats. Alors aujourd'hui, ça c'est fini. Tout le monde est sur un même pied. Tout le monde appartient à la ville d'Actonville. Et tous les enfants ont le même loisir dans toute la région. Oui, mon nom est Michel Boulay. Je suis secrétaire de la Société d'histoire de la région d'Acton. Oui, dans l'histoire de la ville, il y a deux événements, deux étapes très importantes qui est l'arrivée du chemin de fer et après ça, la découverte de la mine de cuivre. Mais on va commencer chronologiquement, c'est le chemin de fer qui est passé le premier. Il passe à Saint-Hyacinthe, c'est le chemin de fer. En fait, c'est le chemin de fer
Montréal-Portland. Et là, si on se rapporte à l'époque, on est en 1840 quelques, là, il n'y a pas de pont pour traverser à Montréal pour le chemin de fer. Donc, il part de Saint-Lambert, il va passer quoi? Belleuil, Saint-Hyacinthe, Actonville, bon. Il passe à Acton en 1850 à peu près. Puis là, en 1850, ici, il n'y a rien, c'est le bois. Hein? Il y a peut-être des squatteurs un petit peu partout sur le terrain. Il n'y a pas de ville. Tout ce qui existe comme structure un peu formelle, c'est la structure de canton, ce qu'on appelle des townships. On est dans les cantons de l'Est à l'époque, mais le canton d'Acton n'est pas habité comme tel. Fait qu'il passe ici vers 1950. Et là, ce qui va y arriver, ça va prendre une espèce de chef de gare qui va être M. Bourgard, qui va être le premier chef de gare et qui va devenir éventuellement, qui est même à l'époque le maire du canton d'Acton, parce qu'il n'y a pas de Saint-Théodore, il n'y a pas de Sainte-Christine, il n'y a pas de ville. La structure municipale unique, c'est le canton. Fait que lui, il est comme le maire du canton, il est chef de gare et il va être aussi maître de poste. Et le maître de poste, c'est quand même une grande responsabilité, parce que le train, le courrier, tout arrivait à Acton, il n'y a pas de chemin, il arrivait par le chemin de fer. Alors, lui, il va, à un moment donné, ils vont dire, bien, le ministère des Postes va dire, quand on envoie du courrier chez vous, comment vous appelez ça? Le nom qu'il y avait ici, là, un petit peu aux alentours, c'était le dépôt. Le dépôt, c'était un peu la gare, mais c'était pas vraiment de gare, c'était un dépôt. Il appelait ça le village du dépôt. Quand le train a passé ici, là, il s'est mis à bâtir des petits peu partout autour. Un petit peu comme s'il y a une autoroute qui passe, qu'est-ce qui se passe? On bâtit le long de l'autoroute. Quand était le développement autour du fleuve Saint-Laurent, il bâtissait le long du fleuve Saint-Laurent. Mais ici, c'est la même chose. Fait que Charles Bourgard, qui était le maire du canton, maître de poste, il a décidé, lui, il a dit, on va appeler ça Actonville. Ça prenait une adresse postale. Le nom d'Actonville, et c'est la première fois qu'on en voit la mention ici. Puis là, finalement, ça a permis à la ville de grossir assez rapidement. Et il y a la gare actuelle, c'est-à-dire le modèle de gare actuelle, elle a été bâtie en 1904. 1903, 1904. Puis avec les années, puis là, il n'y avait plus de trafic ferroviaire beaucoup. Je pense qu'il y avait un chef de gare qui venait une fois par semaine. Un matin, je vois un article de Gérald Prince. C'était la première page de la Tribune. La ville d'Actonville va détruire la gare historique. Enfin, il n'a pas dit historique, mais lui, il a trouvé belle. Parce que lui, Gérald Prince, il faisait les conseils municipaux pour voir les différentes choses. Moi, je vois ça, puis j'amène ça à la gang. Il dit, regarde, ils vont amener notre gare. Nous autres, on l'aimait, notre gare. Hein? Fait que là, ça a créé un mouvement. C'est là qu'il a créé le mouvement et ça a duré 1 an ou 2, créé le mouvement, jusqu'à la formation, comme je disais, de la Société de la gare qui l'a pris en main. Et je dois dire qu'à notre grande surprise, Via Rail a été très, 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 très ouvert à notre proposition. On ne s'attendait pas à ça. Et puis la ville, bien évidemment, il n'y avait pas de problème. C'était M. Labrec qui était maire et c'était Marie-Paul Labrec qui était l'épouse du maire et qui tenait beaucoup à la gare. Donc, on avait un bon réseau. On avait un bon réseau pour assurer la réussite de ce projet-là, oui. Je pense qu'il y a eu un contrat, d'avoir un contrat amphithéotique comme tel, parce qu'ils sont propriétaires quand même de beaucoup de terrain chaque bord. Mais là, je pense que la gare comme telle, elle est propriété de la ville d'Actonville. La ville est devenue propriétaire. Via Rail, il ne voulait pas investir, il ne voulait pas... mais c'est la ville qui est devenue propriétaire, évidemment, qui en assume tous les charges, tous les... les médias sont mis là-dedans, Radio-Canada, CBC, c'était devenu comme un dossier national hein, là-dessus. Ça a fait son petit chemin. On a eu des communications avec c'était Via Rail à l'époque qui était ça. Et puis là, il y a eu une formation d'un comité de sauvegarde de la gare en 78-79 qui a permis à un moment de ramasser des fonds pour aller chercher. Et en 80 à 79, les travaux ont commencé. En 80, ça a pris quelques années à se faire là, pour voir la gare qui est là actuellement, ce qui est une très belle gare, qui est devenue un petit peu l'emblème de la ville, hein, l'espèce de signature d'Actonville, c'est sa gare. Et évidemment, maintenant, c'est la Chambre de commerce
qui a son siège social. Et je vous invite, et j'invite la population à venir visiter la très, très, très belle exposition qui est au sous-sol, qui raconte un peu l'histoire de la ville, du chemin de fer, de la gare. C'est fabuleux. Vous devriez même aller la voir, tout le monde. C'est intéressant, intéressant. C'est une exposition qui a coûté très cher. C'est pas juste des petits panneaux, c'est vraiment une exposition de qualité professionnelle. Ouais. J'ai dit qu'il y avait la gare, mais aussi il y a eu la mine. En 1858, c'est après, là, autour de ça, 1858, ils découvrent ici à peu près un mille ou deux, où est la carrière Acton, où on passe maintenant. Là. Ils ont découvert un immense un gisement, une boule de minerai à 35 pur en cuivre. Ça, Actonville est devenu, il y a une mine de cuivre qui va faire durer un siècle, la quantité qu'il y a là. C'était 35 c'était presque jamais vu. Ça a amené, évidemment, ça a amené du trafic, ça a amené, les gens sont mis à bâtir ici. Il y avait à un moment donné 300 personnes qui travaillaient là. En 1858, à peu près, ouais, 58, 59. Puis il y avait dont ça, il y avait ça des coppeuses. Fait que là, la carrière, il y avait un concasseur, ça marchait au pic, après ça, ils cassaient ça. Puis il y avait les coppeuses, c'était les filles qui ramassaient les morceaux de concentration qui étaient plus grandes de cuivre. Puis à un moment donné, il y avait eu ils fondaient un peu une partie, c'était envoyé à Boston, ça. Je ne sais pas pourquoi c'est envoyé là. On a toujours demandé. C'est la compagnie qui finançait, était peut-être là. Fait que ça a créé un énorme boom économique. Hein? Un énorme boom économique. Et la mine, ça a duré, ça a été comme un boom. En 1864, le filon à haute concentration était épuisé. Fait que là, ça tranquillement, il y a eu des espèces de... Je pense que c'était plus pour des tentatives de faire miroiter qu'il y avait une exploitation possible, mais c'est jamais revenu. C'est devenu maintenant, après ça, la carrière. Moi, mon grand-père était gérant de ce qu'il appelait la Kennedy Construction, qui est une firme de Montréal qui a continué, lui, à exploiter la carrière comme telle. Alors, la pierre qui était là, maintenant, elle est dans nos sous-sols. Et ils ont eu d'énormes contrats avec le Grand Tronc, qui était la compagnie de Saint-Laurent-Atlantique. C'est curieux de ça parce que Saint-Laurent-Atlantique, c'est la première compagnie ferroviaire qui a voulu relier Montréal, si on veut, avec Portland au Maine. Et aujourd'hui, c'est redevenu ce Montréal et Atlantique. L'idée, je ne l'ai pas dit tantôt, mais l'idée qu'il y avait de relier ça, c'est que Saint-Laurent-Atlantique voulait un port en eau profonde, libre de glace, ce qui n'était pas le cas. De Saint-Laurent, tu ne peux pas penser à ça. Il y a des à Québec ou ailleurs. Alors, c'est l'idée qui faisait que c'était la première ligne internationale de chemin de fer, c'est le Montréal-Atlantique, qui passait évidemment par ici, Montréal-Portland-Atlantique. Fait que ça a été, c'est les deux principaux événements qui ont marqué un peu, qui marquent l'histoire, le début de la ville, de Actonville.